Croyez-vous vraiment que les trucs les plus cool se trouvent à Paris ? Je parie que je peux vous faire changer d'avis. Bienvenue sur Le Goût du Sorbet, une émission, un podcast pour partir à la recherche de ce qu'il y a de plus cool à Uzès, à Nîmes, à Montpellier et toute notre région. Partons explorer ensemble ces lieux insolites, découvrir ces artistes, ces artisans, ces créateurs, ces entrepreneurs en tout genre, rencontrer ces personnalités qui font que notre époque est une époque bien à part. Avec eux, j'échange autour des questions de la modernité, écologie, mode de vie, féminisme, tradition. Alors, acide, frais, sucré, parce que le nouveau cool n'est plus à la capitale, venez découvrir Le Goût du Sorbet. Hello à tous, dans ce nouvel épisode du Goût du Sorbet, nous partons à la rencontre de Michiko. Michiko est japonaise et elle a ouvert à Uzès un petit comptoir à bento. Alors, c'est clair que le bento a le vent en poupe. Les chiffres sont d'ailleurs assez éloquents, puisque l'industrie autour de ces repas pèserait environ 45 milliards d'euros par an. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de bento, on ne parle pas seulement du repas, mais aussi de la boîte en tant que telle. Il signifie, le mot bento, littéralement boîte à repas. Et il y en a dans toutes les matières possibles, en bois, en céramique. Alors on a trouvé des traces de bento depuis 1185 environ. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est difficile de toute façon de dater précisément son apparition. Très vite, le repas autour du bento s'est associé à des événements festifs. On en parle un petit peu avec Michiko. Mais aussi à la beauté. Alors je m'explique. En effet, ce repas n'est pas seulement un repas équilibré, il doit aussi se présenter de façon esthétique. Les boîtes à bento ont la caractéristique d'être compartimentées et on va trouver de façon proportionnelle une part de riz, une part de protéines et une part de légumes. Et il faut, pour que ce bento soit esthétique, que la découpe des légumes soit aussi jolie qu'elle soit pratique à déguster, c'est-à-dire facile, sans couvert. Alors c'est marrant parce que quand j'ai échangé avec Michiko, vous allez le voir, elle m'a très vite partagé cette sensibilité autour de la beauté et aussi autour des couleurs. D'ailleurs, Michiko, qui est arrivée il y a peu à Uzès, parle de son premier travail qui était justement dans la mode. Et j'ai découvert Uzès juste comme par hasard. Et voilà, bon, c'était un coup de cœur. À Paris, j'ai travaillé dans les domaines de la mode. J'ai été styliste de photos. J'ai travaillé pour showroom de prêt-à-porter. J'avais même petite boutique à Paris il y a un moment. Et bon, j'étais pas du tout dans la cuisine. Alors oui, Michiko n'a pas commencé tout de suite à faire de la cuisine. Mais quand je suis allée déguster son bento, j'ai découvert un vrai petit monde. La beauté d'un bento peut être comparée à celle d'un petit jardin. Et la recherche de l'harmonie va jusqu'à choisir le plus beau moment pour déguster un bento au Japon. Et il était recommandé de manger un bento en regardant la floraison des sakuras. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On l'appelle hanami. Hana, c'est les fleurs. Mi, c'est à regarder. Donc, en regardant des fleurs, on fait pique-nique en dessous de cerisier. Et donc, on traite en rose avec des parfums de fleurs. Et donc, hanami, c'est oui, événement très important pour les Japonais au moment de cerisier. Il y a une composante très importante dans la cuisine japonaise, c'est le bouillon dashi. On en a parlé dans l'épisode précédent avec le chef Koe de Mechauma. Le bouillon japonais est transparent. Il laisse la possibilité aux éléments de s'exprimer, de flotter, il y a une certaine poésie. Et ça participe à la beauté du repas du bento.
Oui, c'est vrai. Le bouillon japonais, c'est plus clair parce que le temps de cuisson de bouillon, c'est que quelques minutes. Oui, on commence avec l'eau froide, on met soit des algues, champignons, le poisson séché et on fait bouillir pendant quelques minutes. C'est vrai qu'en parcourant un petit peu l'Instagram du comptoir, j'ai vu les couleurs, j'ai vu beaucoup de couleurs. Est-ce que ça fait partie de l'expérience du bento d'avoir effectivement, comme ce riz qui va avoir 3 couleurs, la recherche de quelque chose de visuel qui va contribuer à mon expérience sensorielle? C'est important en cuisine, ça, aussi au Japon? Oui, bon, ici, dans cette région, on trouve beaucoup de légumes frais et il y a plein de couleurs de légumes. Ça, j'aime bien. Et puis, j'essaie d'ajouter des couleurs parce que, la cuisine japonaise, on utilise beaucoup de sauce soja, de miso, tout est marron. Parce que, je fais, par exemple, j'ai fait teriyaki aujourd'hui, c'est marron. Et parce que c'est la base de sauce soja. Et si je fais pas attention, tout est marron. Et c'est pas gai. Donc, oui, bien sûr, les plats marrons, c'est très délicieux partout. Les marrons, c'est très très bon, je suis d'accord. Quand c'est marron, c'est très bon. Mais quand c'est marron, s'il y a du riz blanc, le marron est blanc et donc c'est un peu triste. Donc j'ajoute des couleurs de vitamines, on dirait. Ouais. Il faut penser équilibre de nourriture. Il y a protéines, il y a du riz souvent et il y a des légumes. Il faut aussi être joli à boire. Et c'est parce que chaque fois on ouvre le boîte de bento à midi. Quand c'est joli, c'est agréable. Alors là, Michiko, elle dit quelque chose d'hyper intéressant. Elle parle de l'équilibre du bento. On a parlé de la beauté, mais en fait, la beauté réside aussi dans le fait que le repas soit équilibré. Dans la tradition familiale japonaise, le bento, c'est le repas que l'épouse ou la mère prépare avec soin. La mère de la famille, elle le réveille tôt, 5 heures du mat, 6 heures du mat, elle prépare le bento. Et donc prépare le bento chaque matin pour les petites. Et pour les enfants, pour les étudiantes, même pour son mari. Donc bento, chacun son boîte de bento. Mes parents ils ont travaillé tous les deux. Donc moi j'étais souvent à la maison et avec mon frère et ma soeur. Donc j'étais la plus grande fille. Donc j'ai commencé à cuisiner assez petite quand maman n'était pas là. Quand j'étais petite, ma mère a fait des omelettes très très sucrées. Ça j'adorais. C'est un peu comme dessert dans bento. C'est un peu comme pancake. Oui, c'est vrai que je mets beaucoup de temps à préparer parce que je vends mes bento, donc je veux pas faire quelque chose de trop simple. Si c'est pour ma famille, pour ma petite, pour ma fille, pour mon mari, peut-être je fais beaucoup plus simple. Mais je fais attention, mettre un peu de couleur et des choses cuites, frais, mélangées. Alors des bento, il y en a de plusieurs types. Et un des types de bento que la maman peut préparer, c'est le bento pour les enfants. On appelle ça le kyaraben. C'est un repas équilibré bien sûr, mais aussi il y a dedans des petits personnages qui sont faits en boule de riz. Ça peut être des personnages de manga ou des petits animaux. Ce n'est qu'un des nombreux exemples de la présence du bento au Japon. Et comme le dit Michiko, il est partout.
Oui, alors bento, c'est partout au Japon. Les Japonais ont grandi avec des bento parce qu'à l'école, on amène des bento, même depuis l'école maternité. Bon, on trouve partout au Japon, même Konbini, le magasin épicerie, on dirait comme genre de 7-Eleven et Lawson. Ils vendent des bento et tout le monde l'achète, tout le monde mange des bento. Bon, c'est plutôt midi, mais ça peut être le soir, bento chic. Mais bento, c'est une de notre culture. Bon, on grandit, tout le monde a grandi avec. Alors les konbini, ce sont des petits magasins au Japon qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a un peu l'équivalent en France, mais pas vraiment. C'est une véritable institution au Japon. Ils distribuent des produits de consommation courante, ils proposent de très nombreux services, comme par exemple la distribution automatique de billets, la photocopie ou même des bornes internet. On peut réserver aussi des spectacles, bref, on peut un peu tout y faire. Est-ce que le bento est aussi une manière de partager un moment en communauté, avec d'autres personnes? Oui, ça peut, parce que oui, bento, comme on peut faire un pique-nique avec, on peut manger au bureau, à l'école, dans le jardin, bon, dans le train même. On mange au Japon, comme vous connaissez le train comme TGV Shinkansen. Oui. Et tout le monde mange bento. C'est vrai. Mais bon, beaucoup de monde, pas tout le monde, mais comme c'est... Oui, chaque fois que je prends Shinkansen, ouais, je m'amuse. Ouais, quel bento je prends aujourd'hui? Et donc, c'est quelque chose, je sais pas. Bon, en France, si on a faim, on prend un sandwich. Mais, moi, c'est, je sais pas, un petit plaisir un peu plus que ça. Alors là, Michiko, elle parle d'un bento très spécifique. C'est l'ekiben. L'ekiben, c'est un bento qu'on mange dans le train. Et notamment, elle le dit bien, le Shinkansen. En fait, il y a des bento spécifiques presque à chaque gare, parce qu'en fait, chaque bento est régional et propose des spécialités régionales. C'est une vraie expérience. Si vous allez au Japon, prenez un bento dans la gare où vous êtes, où vous vous arrêtez. Et mangez-le dans le train, parce que, en fait, tout le monde fait ça. J'ai d'ailleurs trouvé une petite vidéo de 2 youtubeurs en train de faire cette expérience. Elle est assez intéressante. Je vous mets un extrait. Alors c'est vrai que là effectivement il y a juste un petit recoin pour le bento, mais d'habitude quand vous allez dans des gares plus grosses ou des entrées plus grosses, là on a pris la South Entrance, l'entrée du sud, et bien c'est beaucoup plus gros, il y a énormément de choix de bento, ça s'étend sur des, j'ai envie de dire sur des kilomètres, c'est un petit peu exagéré, mais à la gare de Tokyo vraiment, si vous êtes dans le sous-sol, là il y a vraiment des kilomètres de bouffe, hein, des kilomètres de resto. Des kilomètres de bouffe. Alors là, c'est sûr que j'ai envie de courir voir ça au Japon. En attendant, eh bien, comme tout le monde et comme tous les Français, à la gare, et comme le dit si bien Michiko, en France, à la gare, quand on a faim, on prend un sandwich. Et les différences qu'il existe entre notre rapport à la nourriture, entre japonais et français, ne s'arrêtent pas là. Je pose la question à Michiko. Bon, il y a certainement des différences, mais ce que est remarquable, c'est les Français et Japonais, on s'aime bien. Bon, chacun de cuisine, les Japonais aiment bien la cuisine française, les Français aiment bien pas mal de cuisine japonaise. Il y a la différence, mais ça se marie très bien. J'aime bien le resto c'est le cuisine japonais, c'est cuisine française. En parlant de différence entre japonais et français, j'ai découvert que nous les Français, on fait n'importe quoi avec les baguettes.
Le Japon est d'ailleurs un des pays qui a le plus de règles quand on est à table. Bon, je sais pas si on va toutes les retenir et on va pas toutes les évoquer, mais 2-3 astuces pour bien se comporter dans un restaurant japonais. D'ailleurs, quelque chose que vous pouvez noter, c'est que avant de commencer un repas, en France, on se dit bon appétit. Au Japon, on va dire itadakimasu. Mais ça ne veut pas dire bon appétit. Ça veut dire j'y vais, je vais commencer à manger. Donc on ne le dit pas à son voisin ou aux autres convives, on se le dit à soi-même en fait. C'est un détail encore une fois, mais par contre, à ne jamais faire, sous aucun prétexte, c'est ça. Le riz avec les baguettes plantées dedans, c'est le riz qu'on donne aux défunts. C'est le riz qu'on pose sur l'autel, devant l'autel où il y a un cadavre en fait. C'est le riz pour les morts. Hein. Donc ne pas faire, c'est très très mal. Hein. C'est mauvais, c'est pas bien. Planter sa baguette dans le riz, jamais. Et d'ailleurs, en règle générale, on ne plante pas sa baguette, même là on ne le plante pas. Hein. Surtout dans le riz, mais partout on ne plante pas sa baguette. Ça s'appelle sashibashi. Voilà, alors il y a beaucoup d'autres règles, mais déjà le sashibashi, vous le faites pas. Parce que nous les Français, on a un peu tendance à mettre nos baguettes n'importe où, n'importe comment. Bon, bref, on revient à la nourriture et à la cuisine de Michiko. Et quand j'ai goûté ces bento, il y avait dedans une omelette. Alors c'est une omelette que j'avais déjà goûtée auparavant, qui est une omelette roulée. On ne voit même plus vraiment qu'elle a été faite dans une poêle. D'ailleurs, elle est faite dans une poêle carrée ou rectangulaire. Ah oui, c'est tamagoyaki. Donc, bon, omelette japonaise. Donc, on fait des omelettes en roulant. Vous pouvez faire, vous pouvez faire à la maison, mais sur poêle normale, ronde, mais bon, j'ai acheté spécialement pour cette omelette le poêle rectangle ou carré, on trouve au Japon. Ce poêle est spécialement il est fait spécialement pour omelette japonaise, tamagoyaki, c'est pour rouler. Et là, ça c'est vraiment un des classiques dans une pièce phare dans le bento. C'est délicieux. Tamagoyaki, omelette sucrée, il y a salé, il y en a un qui est très mou avec des bouillons. Et c'est un peu comme, il y a très juteuse. Il y a un autre ingrédient phare de la cuisine japonaise, c'est le tofu. Alors, le tofu, c'est une préparation qui est faite avec des fèves de soja. Il y en a des différents. Oui, tofu, c'est... il y a tofu moi-même, ça veut dire coton, et tofu kin, c'est du soie, de la soie. Donc tofu coton, c'est plus dur parce que c'est filtré avec coton, donc c'est plus granule, plus dense. Et quand c'est le kin, de la soie, c'est plus fin, plus souple, plus doux. Bon, ici en France, on trouve beaucoup de tofu, du coton très très dur, qui casse pas. Donc, pour moi, au début, c'était difficile d'utiliser parce que j'étais pas habituée du tout, mais bon, maintenant ça va, oui. Je me pose la question, pour faire un bon bento, est-ce qu'on peut utiliser le riz de Camargue ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Moi, j'ai découvert du riz noir, riz rouge, de Camargue. Ils sont très très bons. Donc, je mélange souvent
Ouais, avec du blanc et du noir ou du rouge. Bon, comme le temps de cuisson n'est pas pareil. Long, du noir et du rouge, c'est plus lent, donc je trempe. Il faut tremper dans l'eau la nuit ou la journée. Et après, vous pouvez cuisiner avec riz blanc ensemble. À ce moment-là, j'ai très envie de lui demander comment elle réussit à cuire son riz parfaitement. Et pour faire du riz parfait, c'est très simple. Si vous faites 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses du riz, d'abord, vous rincez du riz 2-3 fois. Généralement, nous les Français, nous ne rinçons pas le riz. Il faut rincer, mais pas trop, parce que pour enlever juste poudre blanc extérieur, 2-3 fois ça ira. Et puis égoutter de l'eau et rajouter. Alors ici en France, j'ajoute 20% plus volume que du riz. Donc, si vous mettez 1 tasse de riz, vous mettez 1,2 tasses de l'eau. Juste 20%, pas double. Comme sur le paquet, il faut mettre double portion, mais non. Juste 20%. Vous commencez à mettre au feu avec le feu vif. Vous mettez de l'eau avec du riz et couvert le marmite avec le couvert. Et dès qu'il commence à bouillir, vous voyez le vapeur et vous baissez le feu au minimum possible. Et à partir de ce moment-là, 10 minutes, on met le timer. C'est bon, c'est fini. On termine notre partage par une question que je me posais beaucoup, c'est le rapport de la cuisine japonaise avec les épices. Oui, alors on utilise des piments mélangés avec d'autres épices, des graines de sésame, épices pimentées, 7, ça s'appelle shichimi togarashi, ça veut dire 7 mélangé de 7 épices. Et quand c'est un seul piment, c'est ichimi togarashi, c'est piment. Il y a de sansho. Sansho, c'est comme des poivres verts. Il y a un parfum assez frais. Ça pique un peu du nez. Et quand on mélange avec du sel et des piments, c'est yuzu kosho. Ça pique beaucoup, mais on peut utiliser un peu partout. On utilise à la place de wasabi, par exemple. Wasabi, c'est de racines c'est de plantes. C'est pas de graines comme moutarde. C'est des racines qui c'est une plante qui pousse dans l'eau claire. Imaginons, c'est comme gingembre. C'est des racines. Mais le vrai wasabi, parti de cette plante, c'est très cher. Donc souvent, on utilise base de un peu de le vrai et l'autre c'est de poudre ajoutée. Donc trouver le vrai wasabi, c'est assez difficile, même au Japon. Ouais. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller au Japon parce que cet épisode est terminé. Ou alors, on peut aller goûter un bout de Japon à Uzès, au comptoir de Michiko qui s'appelle Mai. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Michiko d'avoir pris du temps de m'accorder cette conversation. Je mettrai l'adresse du comptoir dans les références de l'épisode, bien sûr, comme d'habitude, aussi sur Instagram. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur la page Instagram du Goût du Sorbet. Vous allez retrouver toutes les références de l'épisode et beaucoup plus encore, puisque j'y publie toutes les très bonnes adresses de la région. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous avez des retours à me faire sur l'épisode, sur l'émission, ou alors une bonne adresse à me donner, c'est là-bas qu'il faut se retrouver. Donc un petit message en privé ou alors en commentaire sous une vidéo.
Et sinon, on se retrouve dans le prochain épisode où cette fois-ci on passe aux choses sérieuses. C'est parti pour apprendre le japonais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michiko. ありがとうございます。